Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Décidément, le talent québécois est à l'honneur à Paris ces temps-ci avec, entre autres, le Festival du livre de Paris. Michel Jean, Christine Brouillet, Patrick Sénécal, Kim Thuy. Ajoutons à ça le spectacle Pop Royal qui était présenté. Et en plus, si je nomme le nom de Stéphane Bureau à cette liste très sélecte, c'est la cerise sur le sundae. Salut Stéphane. Et sur le gâteau, comme ils disent en France, et moi, quand tu as parlé de talent québécois à Paris, je me suis dit, c'est sa manière chaleureuse à lui de commencer la semaine et de souligner ma présence à l'émission, sachant que je suis aussi à Paris. Mais tu as raison, nous sommes beaucoup à l'honneur en ce moment. C'était ce week-end, à 2 pas de chez moi, le Festival du livre, on n'appelle pas ça le Salon du livre ici, devant la Tour Eiffel, dans un cadre absolument enchanteur, un écrin exceptionnel. Ce n'était pas le printemps, c'était l'été, il faisait 28 degrés, les gens étaient en short, en t-shirt et nombreux à se présenter au Festival du livre. Moi, j'y suis allé samedi après-midi sur l'heure du lunch, 13h30. Je suis rentré, il y avait de la foule, mais personne qui faisait la queue à l'extérieur. Je suis sorti à 15h, il y avait une longue queue. Il fallait attendre 30-40 minutes au soleil pour rentrer dans l'enceinte payante. Alors, on s'entend, c'est un festival du livre, un salon du livre ouvert à tous, où les grands éditeurs sont aussi exposants, mais c'était, cette année, une année où on rendait hommage au Québec, aux éditeurs et auteurs québécois, qui étaient très, 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 très bien, je dirais, mis en scène, présence remarquée, remarquable. Le président Macron a même fait un détour par le Festival des livres. Je pense que c'était jeudi à l'ouverture, sinon vendredi, en l'absence de nos représentants diplomates, puisqu'ils étaient tous revenus au Québec pour accueillir Gabriel Attal, donc la déléguée générale du Québec, l'ambassadeur du Canada, M. Dion. Je ne sais pas s'il serait venu souligner les livres qui étaient mis à l'honneur, les livres québécois, mais dans ce genre de circonstances, il y a aussi une présence diplomatique qui est arrivée en grand renfort samedi matin. Mais vendredi, qui était là pour occuper l'espace, donc le président de la République, manière de souligner l'importance qu'ont les livres dans sa vie, mais aussi s'est attardé longuement au kiosque pluriel du Québec, en faisant en sorte de s'associer, je dirais, à cet événement et à ce qu'on nous rendait hommage. Alors, plusieurs cyniques, on en parlait la semaine dernière quand Gabriel Attal était encore au Québec, plusieurs disaient peut-être que la France en ce moment est en train d'amortir l'éventuel choc au Québec de ce que le président viendrait en visite officielle au pays sans passer par le Québec. Alors, pour ce que j'en sais, d'abord, je doute que M. Macron se soit soucié à ce point-là de son image québécoise pour être allé au salon, au Festival du livre, rencontrer les auteurs québécois en disant « Je ne vous oublie pas, rassurez-vous, même si je viens au Canada et que je passe pas par le Québec, je vous aime. » Je pense qu'ils sont des génies de la communication, mais à ce point-là, non. Mais en même temps, je me suis intéressé à l'affaire. J'ai fait aller mes quelques contacts pour vérifier de quoi il s'agissait, de quoi il en retournait. Alors effectivement, il y a à l'horizon une visite du président de la République au Canada. Ça pourrait se faire dans la foulée de son passage à Washington pour le sommet de l'OTAN. Je pense que c'est le 75e anniversaire qu'on va souligner. Et il aurait donc une courte fenêtre parce que ça se termine le 11 ou le 12 juillet. On peut imaginer que le président de la République voudra être le 14 à Paris pour la fête nationale. Donc ça laisse 2 jours peut-être pour qu'il passe par le Canada. Peut-être le Québec aussi, mais pour ce que me disent mes sources québécoises, il est écrit nulle part en ce moment qu'Emmanuel Macron ne passera pas quelques instants, quelques minutes, quelques heures au Québec à suivre donc. Et l'autre événement super festif, parce qu'on parlait de Québécois à l'honneur, j'étais là hier après-midi, un vrai party au Grand Rex sur les grands boulevards, une salle magnifique, conséquente, la jauge 2800 places, c'était plein à craquer, c'était Pop Royal de la compagnie de cirque comme les 7 doigts de la main qui a transformé en comédie musicale l'œuvre chantée des Cowboys fringants, la troupe était là, sans Carl Tremblay, bien entendu, il y a quelques jours, ils ont été applaudis à tout rompre, mais hier encore, standing de 15 minutes. Ça ne finissait pas. Alors, il y avait évidemment 3-4 personnes dans la salle avec qui leur chandail des Nordiques, qui leur chandail du Canadien. Donc, il y avait des Québécois, il y a une communauté québécoise, mais c'était essentiellement des Français
amateurs du travail des cowboys fringants, des vrais fans qui, en sortant, continuaient à chanter des tunes. J'ai rencontré des gens venus de la province parce que c'était un événement, c'était quelques dates seulement ici à Paris, mais un franc succès. Puis je pense que s'il y avait eu d'autres billets à vendre, on aurait réussi à le faire. Donc, avant de commencer d'aborder notre semaine, avant d'aborder plutôt notre semaine qui sera dense et qui débute sous des auspices assez sombres avec ce qui s'est passé ce week-end, je me disais qu'un petit clin d'œil à la culture québécoise qui rayonne bien ici, ça nous réjouirait un peu le cœur à 6h30 quelques. T'as bien raison. Non, mais t'as raison, Stéphane, parce que c'est très, très lourd sur la scène internationale avec cette crainte d'escalade au Moyen-Orient, la réplique de l'Iran envers Israël, attaque de drones, de missiles. On se doutait bien que ça s'en venait, puis on en avait discuté, toi et moi, là, dans un épisode précédent. Oui, vendredi, on parlait de ça. Quand l'Iran répliquera-t-elle? A-t-elle les moyens? Avait-elle les moyens de ne pas répliquer? D'autant que ils avaient dit, et l'ayatollah Khamenei en particulier, qu'il y aurait une réponse, que c'était pas négociable. À plus forte raison, je dirais, parce que d'un point de vue de l'orgueil national, si ces choses existent, on a pu constater que l'indignation internationale pour certaines choses est souvent à géométrie variable. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité, après l'attaque israélienne sur la section consulaire de l'ambassade iranienne à Damas, qui a permis aux Israéliens d'éliminer 2 généraux, de tuer d'autres Iraniens aussi au passage, le Conseil de sécurité, par la voix des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne, avait refusé de sanctionner le geste, refusé de se prononcer, ce qui a certainement froissé les autorités iraniennes qui, ce week-end, disaient si seulement il y avait eu une motion au Conseil de sécurité pour condamner le geste des Israéliens à Damas, peut-être aurions-nous eu une marge diplomatique pour ne pas attaquer. Ce qui était unique et particulier en fin de semaine, ça a été beaucoup souligné, donc je ne vais pas revenir sur ce que tout le monde sait maintenant, c'est que les Iraniens ont choisi de répliquer depuis leur territoire, ce qui, en 40 quelques années de coexistence pas toujours pacifique entre Israël et les Iraniens, on franchissait une frontière, une ligne rouge. Mais en même temps, c'est une ligne franchie dans un univers extraordinairement théâtralisé. Parce qu'au résultat net des courses, 300 missiles de croisière à plus courte portée, drones combinés, il y a eu une victime, une jeune fille de 7 ans, bédouine, qui évidemment, il n'y a jamais de mauvaises victimes ou de bonnes victimes, mais qui a subi les contre-coups d'un missile anti-drone tiré par les Israéliens. Donc, très théâtralisé, je le disais, parce que je pense que contrairement à l'attaque du 7 octobre, les Israéliens n'ont pas été surpris. Les Américains nous avaient collectivement mis en garde. Tout le monde, apparemment, était prêt. C'était totalement mis en scène, théâtralisé. Il y a non seulement pas eu de surprise, je pense pas qu'il y a eu tant de peur du côté des autorités israéliennes. Je parle bien des autorités, je me mets dans la peau de n'importe qui se sent visé. Quoi que vous voyez des images à Tel Aviv, à Jérusalem, les gens sont tellement préparés, puis ils ont confiance aussi, et ils ont raison en la capacité d'autodéfense des Israéliens. C'est une puissance militaire exceptionnelle, très bien organisée. Leur fameux dôme de fer fonctionne assez bien. Mais dans ce cas-ci, c'était le dôme de fer des Israéliens, combiné à des avions de chasse anglais, américains, français. L'essentiel de ce qui les menaçait a été canardé avant même d'être dans le ciel israélien. Et ça illustre une chose formidable. Donc, je disais théâtralisation, mise en scène, parce qu'il ne peut pas y avoir de surprise. Une manière donc pour les Iraniens de dire on réagit, mais en même temps, la capacité militaire iranienne n'est pas infinie. Mais en même temps, ce qu'ils disent, c'est qu'on se devait publiquement de faire quelque chose. On l'a fait. On a créé un précédent. Mais on vous a donné des indices quand même assez probants de ce que quelque chose allait arriver. Ce qui m'intéresse dans l'analyse de ce qui s'est passé depuis le 1er avril, quand les Israéliens ont choisi d'attaquer les Iraniens à Damas, c'est à quel point M. Netanyahou, politique génial, et je le dis parce que je le pense, c'est un politique
génial, c'est un prestidigitateur, c'est un magicien. On peut évidemment le détester. On peut penser qu'il est même mauvais pour les Israéliens, pour la démocratie israélienne. Ils sont nombreux. Une majorité d'entre les Israéliens n'en peuvent plus. Mais il se trouve que c'est le premier ministre et que pour lui, la fuite en avant, elle est payante. C'est-à-dire que tant qu'il y aura du conflit, il n'est pas politiquement menacé ou beaucoup moins politiquement menacé. Il a tout intérêt à attiser les flammes. Quand je dis que c'est un grand prestidigitateur, un grand magicien, c'est qu'il a réussi à totalement inverser les polarités politiques. Les alliés traditionnels d'Israël, les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands, qui sont généralement indéfectibles, depuis quelques semaines, perdaient patience, peut-être parce qu'à sa face même, il y avait des raisons, mais certainement aussi parce que les opinions publiques dans ces pays disent, un instant, ce qui se passe à Gaza, dépasse les proportions acceptables. Les Américains, pour des raisons politiques à M. Biden, dans le contexte de la campagne présidentielle, à répétition, avaient mis en garde M. Netanyahou. On en a souvent parlé. Évidemment, c'est une parole qui n'est pas toujours très performative, c'est-à-dire que c'est dit, mais ça change rien. Les Israéliens font ce qu'ils ont à faire. Puis, on ne peut que respecter la souveraineté des Israéliens. Ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent qui est bon pour eux. Mais il y a, dans les faits, très peu de pression. Jamais les Américains ont dit, on va arrêter d'envoyer de l'aide, on va arrêter d'envoyer des armements. Or, aujourd'hui, ce qui était perçu comme une pression sur Israël s'est renversé complètement. Et aujourd'hui, la communauté internationale est solidaire d'Israël dans un cas de figure où elle est attaquée par les Iraniens. Et soudainement, de quoi parle-t-on plus? De ce qui se passe à Gaza, alors que les Israéliens se préparent probablement toujours à lancer des opérations sur Rafah, que les Américains ne veulent absolument pas voir se dérouler. Alors, c'est une manœuvre, je disais, c'est de la prestidigitation, c'est de la magie, c'est une manœuvre de diversion, c'est aussi une manœuvre qui crée un engrenage. Et je pense que M. Netanyahou est prêt, de son point de vue, à vivre quoi qu'il dise. On veut pas que la région s'embrase. Il est prêt, je crois, à vivre avec les conséquences d'un scénario où soudainement, il y a un deuxième front qui s'est ouvert. Alors, je fais partie de ceux qui pensaient que les Iraniens ne mordraient pas à cet hameçon, parce que je ne crois pas qu'ils veulent livrer une guerre ouverte contre les États-Unis et Israël. Ils sont pas franchement prêts, puis ils ont beaucoup à perdre, particulièrement leur capital nucléaire. Ça fait des années qu'ils essaient de bâtir l'arme atomique. On sait à peu près où ça se passe, ça doit être très bien protégé, mais les Israéliens ont dans leur carton depuis très longtemps des plans offensifs, n'attendent que le prétexte pour que ces attaques soient déclenchées. Ils ne le feront pas, je pense, demain matin, ils ne le feront pas cette semaine. Mais s'il fallait que ça s'envenime, je pense qu'ils sont très ouverts à le faire. Alors, du coup, on lance une offensive contre les Iraniens en territoire souverain, même si c'est à Damas, c'est l'ambassade qui est attaquée, la section consulaire, et soudainement, c'est les Israéliens qui deviennent les victimes de la réplique iranienne. Et à n'en pas douter, ils sont victimes, auraient pu l'être, et ça devait être terrifiant de savoir que tant d'engins se dirigeaient sur le pays. Mais on peut se poser la question, est-ce que ça serait arrivé si les Israéliens n'avaient pas choisi, sans prévenir leurs grands frères américains, qu'ils allaient frapper à Damas? Alors, c'est un coup de poker, un coup génial. Il y a aux États-Unis, à Washington, ceux qu'on appelle les néoconservateurs, présents au sein de l'administration de M. Biden, qui n'attendent qu'un prétexte pour en découdre avec l'Iran. C'est un rêve depuis 1979, depuis l'humiliation de la prise des otages à l'ambassade et ensuite de l'opération de sauvetage qui a été une catastrophe orchestrée par l'administration Carter. On veut donner une leçon aux Iraniens, on veut faire tomber le régime. Je ne pense pas que M. Biden soit intéressé à un conflit particulièrement cette année, et il faut le dire, il a été habile ce week-end. Je pense les Américains étaient prêts, étaient aux manettes. Quand il dit, au terme de l'exercice, attention mes amis, vous avez une victoire, rien de ces engins mortels n'ont véritablement atteint leurs objectifs, on s'en tient là. Les Israéliens, pour l'instant, disent, on est encore une fois souverain, nous déciderons de la manière et il y aura une réplique. Je pense que les Américains feront beaucoup pression, se sont déjà désolidarisés d'une éventuelle réplique, mais c'est ça aussi l'escalade. Donc c'est comme des enfants qui se disputent. C'est pas moi qui ai commencé, c'est lui qui a commencé.
Alors, il faudra décider qui a commencé quand. C'est une histoire, on pourrait dire c'est le 1er avril, mais on pourrait dire aussi que c'est en 1947. Mais dans le passé très, très récent, M. Netanyahou et son cabinet ne pouvaient pas ne pas savoir ce qu'il faisait. Est-ce que c'était essentiel à la conduite des opérations en ce moment d'aller éliminer 2 généraux iraniens? La réponse est non. Est-ce qu'ils étaient très actifs dans la guerre que les proxys livrent à Israël? Of course. Mais ils vont être remplacés, il y en aura d'autres. Le geste était une manière de créer la diversion, d'engendrer une possible escalade. C'était conscient, c'était su. Ça ne se peut pas, c'est pas des enfants d'école qui n'aient pas mesuré ce que ça signifiait. Et c'est là que je dis que c'est un grand prestidigitateur, un grand magicien et un politique remarquable. Si j'étais Joe Biden, il y a par moments des nuits où dans mon sommeil, j'aurais des démangeaisons parce que tu sais pas avec quoi tu vas te réveiller le lendemain matin. Tu te dis, mais et parce que ils sont surprenants, ma foi. C'est des alliés, mais ils ne consultent pas beaucoup. Ouais, puisque tu parles des Américains, Stéphane, on sait que Donald Trump aime ça être le premier. Ben là, il devient le premier ex-président américain à subir un procès au criminel. Ça se passe à New York dans l'affaire de Stormy Daniels. New York, New York. If you can't make it there, you can make it anywhere. Alors, c'est là qu'on va voir s'il va make it there en cours. Son souhait, évidemment, c'est d'arriver à passer entre les mailles du filet. Mais c'est le premier procès. Ça fait des mois, des années qu'on parle de ce que des précédents sont en train de s'écrire, un ex-président traîné devant les tribunaux. Alors, il y avait des accusations qui menaient à des possibles procès. Là, on est au procès. Ça commence aujourd'hui. Ça va durer de 6 à 8 semaines, peut-être un peu davantage. Moi, je suis très, très curieux du temps qu'on mettra à sélectionner les jurés. Ça va pas être simple. Je l'ai souligné vendredi quand on s'est parlé. New York, c'est une ville démocrate. Je pense que M. Trump, aux dernières élections, je peux me tromper, là, mais était à 12% d'appui à New York. Je parle de Manhattan, où ça se passe. C'est pour ça que ses avocats voulaient délocaliser le procès. C'est une manière aussi de gagner du temps. C'était des méthodes dilatoires qu'ils ont employées à répétition. Mais je pense qu'il était légitime de se demander si il sera possible de sélectionner un jury parfaitement neutre et au-dessus de tout soupçon à Manhattan. Ça devrait arriver. Ça sera pas simple. Donc, combien de jours pour que les avocats des deux parties s'entendent sur les 12 qui vont être au tribunal, les 6 éventuels substituts? Moi, je pense que ça va être long. C'est un match de boxe entre menteurs. Parce que, essentiellement, qui va se retrouver en scène? Monsieur Trump, qui a le nez long, parce que, disons qu'il y a une version de sa vérité et de la vérité qui lui est propre. On sait qu'il a déjà menti. Et dans le coin opposé, le témoin principal, son ancien avocat, son ancienne âme noire damnée, son bras droit, Michael Cohen, qui a menti, mais partout, en cours, devant le Congrès, c'est parjuré, à répétition, et qui encore, dans un procès, a servi à faire la démonstration des choses. Et là, il y a un juge qui a dit, c'est un menteur, mais dans le contexte de ce qu'il nous dit, c'est crédible. Et ça, c'était le procès au civil qui est instruit là aussi par l'Attorney General, la procureure de l'État de New York, Letitia James, qui poursuivait Trump et ses entreprises pour avoir gonflé artificiellement leur chiffre d'affaires. On en a souvent parlé. Il a été condamné à 455 millions de dollars d'amende. En fait, les entreprises, fils et pères, ont été condamnés à payer 455 millions. Et dans ce cas-là, Cohen, qui était dans l'organisation, a témoigné. Donc, un menteur a, pour le juge qui présidait, permis de faire la différence ou une partie de la différence. C'est ce que le juge a dit. Son témoignage est acceptable. À ce procès, les avocats de M. Trump, à répétition, ont fait dire à Michael Cohen qu'il avait menti. Il avait menti en se présentant à ce procès-là. Donc, c'est calamiteux. Quelles vont être les instructions du juge Merchant dans ce cas-ci? C'est un procès criminel cette fois-ci. L'affaire Stormy Daniels. Quelles vont être les instructions aux membres du jury quand Cohen va se présenter? J'en ai aucune idée, mais c'est exactement à ça qu'on va assister.
Malheureusement ou heureusement, ça sera pas de la télé-réalité. Il n'y aura pas de caméra au tribunal, en cours. Ça va se passer en marge. Il va y avoir un méchant show autour. Ça va être du grand Barnum. Ça va être le cirque à Manhattan à partir de ce matin. Je peux te dire, les Français s'intéressent à la politique américaine, s'intéressent évidemment à M. Trump parce qu'il est plus grand que nature. Et là, aujourd'hui, chez mes amis de BFM, où je suis consultant, je pense que j'aurais pu m'installer à partir de 5 heures ce matin jusqu'à minuit. Ils sont mur à mur sur cette affaire-là, ça les passionne. Alors, c'est le coup d'envoi, on verra comment ça se passe, mais ça pourra pas ne pas être intéressant et ça signifie que pour M. Trump, la campagne électorale va se faire beaucoup à New York ou autour de New York. Il pourra prendre son avion en soirée pour aller faire campagne, des week-ends, mais il doit demander l'autorisation au juge s'il veut s'absenter du tribunal. C'est quand même contraignant. Puis en même temps, c'est un extraordinaire avantage compétitif pour lui qui adore être dans les câbles, se présenter comme une victime, et certains pensent effectivement qu'il en est une. Donc, il est revenu à la faveur du public ou dans la faveur du public à partir du moment où on s'est mis à l'accuser en 2022 et à le menacer de le traîner devant les tribunaux. Il est devant les tribunaux. Est-ce que ça va l'aider? En ce moment, il se trouve que M. Biden et Trump sont au coude à coude. Ça s'est resserré. C'est nouveau. Trump, depuis plusieurs mois, était toujours dans la plupart des sondages en avance. Rien de majeur. 2, 3, 4%. Là, le dernier sondage Siena montre que c'est vraiment du coude à coude. On est dans la marge d'erreur. Peut-être que ça sera comme un tonique pour sa campagne que de se retrouver accusé au tribunal et que pendant 6 à 8 semaines, auquel cas, si c'était vrai, il aurait fallu que le procès se tienne en octobre. Ça aurait été formidable pour la campagne. Ben, il y en aura peut-être un qui se tiendra là aussi à la quantité de procès auxquels il fait face. Merci Stéphane. Mais j'allais dire, c'est possiblement le seul qui aura lieu avant les élections. Je dis bien possiblement, c'est pas joué, mais c'est pour ça qu'il est si important. Merci. Salut. Bonne semaine.